Bonjour, aujourd'hui on se penche sur le Maroc. Mais pas juste la carte postale, hein. On va regarder le Maroc comme une terre d'opportunités pour investir. On a une analyse intéressante de Big Media qui pointe les secteurs qui bougent vraiment là-bas. L'idée c'est d'aller un peu au-delà des clichés, de comprendre pourquoi ça attire autant. Exactement. Et les chiffres, déjà, donnent une première idée. Une croissance du PIB de 3,2% en 2023, bon, c'est pas rien dans le contexte actuel. C'est le Haut Commissariat au Plan qui le dit. Mais derrière ce chiffre, il y a une vraie dynamique. Une position géographique hyper stratégique, une stabilité politique assez remarquable dans la région, et puis des investissements forts, ciblés. C'est pas un hasard si on trouve plus de 950 entreprises françaises implantées, d'après l'AMDI, l'agence marocaine pour les investissements. Ça montre quand même une confiance bien installée. D'accord. Notre objectif donc, si je résume, décortiquer ensemble 6 secteurs clés. Ceux qui semblent vraiment porteurs pour s'implanter durablement au Maroc d'ici 2025 en se basant sur ces infos. Et on garde dans un coin de la tête ce gros événement qui arrive. La Coupe du Monde 2030, co-organisée avec l'Espagne et le Portugal. On imagine bien le coup d'accélérateur que ça peut donner. Alors, par où on commence cette exploration? Peut-être un sujet brûlant partout, l'énergie. Ah oui, très bon point de départ. Parce que le Maroc, il faut savoir, fait face à un défi énergétique majeur. Il importe plus de 90% de son énergie. C'est énorme. Du coup, l'objectif qui a été fixé par le ministère de la Transition énergétique, il est hyper ambitieux. 52% d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2030. C'est une vraie transformation qui est visée. 52% en 2030. Ah oui, c'est colossal. Ça suppose des projets d'envergure, j'imagine. Absolument. Le plus emblématique, c'est sans doute la centrale solaire Nour Ouarzadat, un des plus grands complexes solaires au monde. C'est un peu la vitrine, quoi. Mais la stratégie, elle va plus loin. Il y a un accent très fort mis sur l'hydrogène vert. Et là, l'idée, c'est pas juste de produire pour le Maroc, c'est de devenir un exportateur important, notamment vers l'Europe. D'ailleurs, des accords ont déjà été signés en 2023 avec l'Allemagne, la France, pour vraiment développer cette filière. C'est clairement un pari sur l'avenir énergétique. Un pari audacieux, oui. Mais ces technologies, ces infrastructures géantes, ça doit coûter cher au début, non? Et est-ce que la réglementation suit pour intégrer tout ça facilement? C'est exactement là où sont les défis. Le coût initial, oui, il est très élevé. C'est un investissement massif. Et vous avez raison, le cadre réglementaire, il doit absolument évoluer pour permettre une intégration fluide et efficace de ces renouvelables dans le réseau. On ne branche pas une centrale solaire géante comme ça, c'est complexe, techniquement, et au niveau des lois aussi. Je vois. Cette question de la gestion des ressources, ça m'amène assez naturellement à un autre pilier de l'économie marocain, très dépendant des éléments naturels lui aussi, l'agroalimentaire. Un secteur qui pèse lourd quand même, 15% du PIB, et surtout qui emploie quasiment 40% de la population active. C'est gigantesque, gigantesque et en pleine mutation. Il y a le plan Génération Green 2020-2030, qui a pris la suite du plan Maroc Vert. Et là, l'accent est vraiment mis sur la modernisation. On parle d'investissements importants, hein. 14 milliards de dirhams prévus juste pour 2025. Pour améliorer la gestion de l'eau, ça c'est un point critique, mais aussi pour intégrer l'innovation et industrialiser un peu plus la filière. Et l'innovation dans l'agriculture marocaine aujourd'hui, oui, ça veut dire quoi, concrètement? On est loin de l'image traditionnelle, j'imagine. Ah oui, très loin. Ce qui est fascinant, c'est l'émergence de ce qu'on appelle l'agritech. C'est pas juste des petits ajustements, hein. C'est une vraie révolution technologique appliquée à l'agriculture. On voit se développer l'IA, l'Internet des objets, le big data, pour optimiser chaque aspect de la production. Imaginez des capteurs intelligents qui surveillent les sols, la santé des cultures en temps réel. Ça permet d'intervenir pile au bon moment et de réduire les pertes. Donc une agriculture beaucoup plus précise, plus scientifique en quelque sorte. Exactement. Et surtout, plus économe en ressources. L'irrigation de précision, par exemple, des systèmes automatisés qui donnent juste la bonne quantité d'eau au bon endroit. C'est crucial dans un pays où l'eau est limitée, sous pression. On voit même apparaître des choses comme l'agriculture verticale ou des fermes urbaines. Il y a des initiatives près de Casablanca, de Rabat, pour produire localement, de manière plus résiliente. Et puis, il y a le numérique qui change aussi le lien entre producteurs et consommateurs, avec des plateformes qui les mettent en contact direct. Ça court-circuite certains intermédiaires.
Et tout ça, c'est pas juste quelques startups dans leur coin, hein. C'est soutenu cet élan. Oui, oui, il y a tout un écosystème qui se met en place. Des structures comme l'Agritech Hub Maroc, par exemple, qui aident les jeunes entreprises à démarrer. Et le gouvernement propose des incitations, y compris financières. L'ambition est claire, faire du Maroc un leader régional de l'agriculture intelligente, capable de nourrir sa population tout en s'adaptant aux défis climatiques. C'est une transformation profonde. Une transformation qui touche aussi un autre secteur très emblématique du Maroc, le tourisme. Après les années compliquées de la pandémie, où est-ce qu'on en est? C'est quand même 7% du PIB. Alors, le tourisme, oui, il est clairement en phase de reconquête. L'objectif affiché par le ministère est très ambitieux. Il vise 26 millions de visiteurs d'ici 2030. C'est presque le double des chiffres d'avant la pandémie. 26 millions. Et là, j'imagine que la Coupe du Monde 2030, elle joue un rôle clé dans cette projection. Absolument. C'est vraiment vu comme une opportunité en or, un catalyseur exceptionnel. Pas seulement pour attirer du monde pendant l'événement lui-même, mais surtout pour accélérer la montée en gamme, la modernisation des infrastructures, hôtels, transports, services. C'est une occasion unique de projeter une image moderne, dynamique du Maroc sur la scène internationale. On pense souvent aux grandes villes, bien sûr, Marrakech, Casablanca, Tanger, quand on parle tourisme au Maroc. Est-ce que les investissements ils se concentrent que là? Non, et ça c'est intéressant, bien sûr, il y a des investissements massifs dans ces grands pôles, mais on voit aussi un développement notable du tourisme rural, du tourisme écologique, de l'agrotourisme même. Il y a une vraie volonté de diversifier l'offre pour attirer différents types de touristes et aussi pour répartir un peu les bénéfices sur tout le territoire. Le défi, par contre, il reste important, hein. La concurrence dans la région est forte et il faut réussir à attirer les gens toute l'année, pas juste pendant les pics saisonniers. Qui dit développement touristique, urbanisation, dit forcément immobilier. C'est le quatrième secteur clé identifié. Ça construit beaucoup au Maroc en ce moment, hein. Oui, la demande est forte, elle est soutenue. Que ce soit pour le logement résidentiel, l'urbanisation de villes comme Casa, Rabat, Tanger tire beaucoup, mais aussi pour l'immobilier touristique ou même industriel. Et pour accompagner ça, le gouvernement a lancé un programme d'aide au logement pour 2024-2028, avec des incitations fiscales, des facilités de financement. Et est-ce qu'on retrouve dans ce secteur aussi une préoccupation pour le durable, comme on l'a vu dans l'énergie ou l'agriculture? Tout à fait. Et c'est une tendance de fond qui est très intéressante. L'éco-construction, ça gagne vraiment du terrain. On voit de plus en plus de projets qui utilisent des matériaux biosourcés, le bois, le chanvre, la paille même. C'est plus juste anecdotique. C'est une réponse directe aux enjeux climatiques et puis à la nécessité d'améliorer la performance énergétique des bâtiments. C'est un gros enjeu de la transition énergétique globale. Donc, construire plus, mais construire mieux, plus vert, c'est quoi les avantages concrets? Les avantages sont clairs. D'un côté, on réduit l'empreinte carbone des nouveaux bâtiments et on améliore le confort thermique des habitants, ce qui, au passage, réduit la facture d'énergie. Et de l'autre côté, le cadre réglementaire encourage de plus en plus ces pratiques. Donc c'est un double gain, bon pour la planète et potentiellement un avantage compétitif pour les promoteurs qui s'y mettent. Bon, passons à un autre poids lourd de l'industrie marocaine, l'automobile. Là, le Maroc s'est vraiment fait un nom, n'est-ce pas? Absolument. C'est devenu un acteur incontournable en Afrique. La capacité de production dépasse les 500 000 véhicules par an. Les exemples les plus connus, c'est l'usine Renault de Tanger, un vrai hub entre l'Europe et l'Afrique, capacité de 400 000 véhicules par an, et puis le site de Stellantis à Kenitra, qui sort plus de 200 000 unités par an et qui exporte massivement. Et l'impact sur l'économie marocaine, il est important. Très important. L'automobile, ça représente à peu près 30% des exportations industrielles du pays. C'est un aimant à investissement direct étranger, les fameux IDE, et ça a permis de développer tout un tissu de sous-traitants locaux. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment le secteur aborde le virage de l'électrique. Ça ouvre de nouvelles opportunités. Fabrication de batteries, développement des bandes de recharge. Mais ce secteur, comme il est très intégré dans les chaînes mondiales, il doit être aussi très exposé aux secousses de l'économie globale, non? Oui, c'est le revers de la médaille. La sensibilité aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement, elle est bien réelle, on l'a vu ces dernières années. Et puis, la transition énergétique elle-même, hein, c'est un défi énorme. Il faut adapter les compétences, transformer les usines, sécuriser l'accès aux composants des véhicules électriques. C'est une course assez complexe. Ok, on a parlé énergie, agriculture, tourisme, immobilier, automobile. Il nous reste un dernier secteur clé identifié, la tech et l'innovation.
Le Maroc se voit un peu comme une start-up nation. Il y a clairement une ambition forte dans le numérique, oui. Un écosystème de start-up assez dynamique s'est développé, surtout dans la fintech, les technologies financières, l'e-commerce et l'intelligence artificielle aussi. On trouve des incubateurs, des fonds d'investissement qui soutiennent ce mouvement. Et puis des zones dédiées, comme les zones d'accélération industrielle près de Casablanca, qui essaient d'attirer les entreprises tech, marocaines ou étrangères. Et l'État, il accompagne cette dynamique. Oui, l'État impulse et accompagne, avec des initiatives pour développer l'e-gouvernement, l'administration en ligne, ou pour renforcer la cybersécurité, par exemple. Mais le défi principal, et il est de taille, c'est la formation. Il faut arriver à former assez de talents locaux qualifiés, des développeurs, des data scientists, des experts en IA, pour répondre à la demande qui grandit. Et l'autre enjeu crucial, c'est l'accès au financement pour les jeunes entreprises qui veulent grandir, passer à l'échelle. Bon, on a fait le tour de ces 6 secteurs porteurs. Si on prend un peu de hauteur maintenant, quels sont les grands atouts qui rendent le Maroc attractif pour un investisseur aujourd'hui, au-delà de ces secteurs spécifiques? Alors, plusieurs éléments ressortent vraiment. D'abord, sa position géographique, c'est indéniable. Ce rôle de hub entre l'Europe et l'Afrique, c'est stratégique. Le port de Tanger Med en est la meilleure illustration. C'est le premier port d'Afrique, il est dans le top 20 mondial. Pour donner une idée, en 2023, c'est plus de 8,5 millions de containers et près de 500 000 véhicules neufs qui y sont passés. Ajoutez à ça un réseau d'infrastructures qui se modernise, 19 aéroports internationaux, presque 2000 km d'autoroutes et le premier TGV d'Afrique. L'infrastructure, c'est un vrai plus. Et sur le plan économique et financier, plus directement. La croissance économique, même s'il y a eu des chocs comme la pandémie ou la sécheresse, elle montre une certaine résilience. On parle d'une moyenne autour de 2,5% par an sur la dernière décennie, avec une projection qui pourrait atteindre 4% en 2025. Les investissements directs étrangers sont assez stables, aux alentours de 3,5 milliards de dollars par an en moyenne. Et puis, le contexte fiscal est souvent mis en avant comme un avantage. Il y a des incitations, comme l'exonération de l'impôt sur les sociétés, l'IS, pendant 5 ans si on s'installe dans certaines zones franches. Le Maroc a aussi signé beaucoup de conventions fiscales pour éviter la double imposition, une cinquantaine, notamment avec la France. On peut aussi avoir des taux d'IS réduits dans certaines régions ou des exonérations de droits d'enregistrement pour acheter des terrains pour des projets dans des zones prioritaires. Et administrativement parlant, est-ce que c'est facile de s'implanter, de lancer son projet? Disons qu'il y a une volonté affichée d'améliorer le climat des affaires. La nouvelle charte de l'investissement, elle vise à renforcer la protection juridique des investisseurs, à simplifier les procédures. Il y a un accompagnement spécifique pour les gros projets, ceux de plus de 20 millions d'euros, et on note une réduction du nombre de documents demandés pour certaines démarches, parfois jusqu'à moins 45% apparemment. Ok, le tableau semble plutôt positif, mais concrètement, si on veut investir ou s'implanter, comment on s'y prend? Il y a une méthode type? Une recette miracle, non, bien sûr, mais une approche stratégique, oui. Ça commence toujours par une phase de recherche, d'analyse approfondie, comprendre le marché qu'on vise, les tendances locales, la réglementation spécifique. On ne peut pas arriver en pensant que ce qui marche ailleurs va fonctionner à l'identique. C'est essentiel, L'importance du local, donc. Comprendre le terrain. fondamental. Souvent, la clé, c'est de nouer des partenariats avec des entreprises locales, que ce soit via des joint ventures, des accords de distribution ou en s'intégrant dans un réseau de sous-traitants qui existe déjà, un peu comme Renault l'a fait à Tanger. Ça facilite l'accès au marché, la compréhension des codes locaux et ça aide pour naviguer dans l'administration. C'est aussi malin de cibler ces investissements pour profiter des plans du gouvernement ou des avantages des zones d'accélération. Et une fois qu'on est installé, comment on s'assure que ça dure? Il ne faut pas sous-estimer l'importance d'adapter sa communication, son marketing aux spécificités culturelles. C'est important. Participer à des salons professionnels locaux, comme le SIAM pour l'agriculture ou l'Automotive Meetings pour l'auto, c'est aussi un bon moyen de se faire connaître, de créer son réseau. Et bien sûr, il faut un suivi rigoureux des performances et être capable de s'adapter vite aux évolutions du marché. Le Maroc bouge vite, il faut être agile. Tout ça semble assez logique, mais on sait qu'il y a souvent des pentes, des obstacles moins visibles. Quelles sont les difficultés potentielles qu'un investisseur devrait avoir en tête? Oui, il faut être lucide. Malgré les efforts de simplification, notamment via les centres régionaux d'investissement, les CRI, la complexité administrative et parfois une certaine lenteur, ça peut encore être un frein pour certains projets. C'est un point qui remonte souvent. D'accord. Et d'autres points de vigilance peut-être?
Un sujet un peu sensible mais réel, c'est celui de la corruption. Des organismes comme la Banque mondiale soulignent que ça reste une préoccupation pour les entreprises. Une de leurs études indiquait qu'une part non négligeable d'entreprises déclaraient avoir été confrontées à des demandes de pots de vin. C'est évidemment un obstacle pour un développement économique sain. Un autre défi, ça concerne les compétences. Dans certains secteurs de pointe, comme la tech, l'informatique, l'IA, le big data, ça peut être difficile de trouver assez de profils qualifiés. Le Maroc fait face, comme d'autres pays d'ailleurs, à ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Des ingénieurs, des techniciens qui choisissent de partir à l'étranger. Et enfin, il ne faut pas oublier les inégalités régionales. Il y a un contraste assez fort entre les zones urbaines dynamiques et certaines zones rurales qui restent plus enclavées où la pauvreté est plus présente. Le HCCP, le Haut Commissariat au Plan, soulignait dans un rapport que le taux de pauvreté en milieu rural était plus de 4 fois supérieur à celui des villes et que la grande majorité des personnes pauvres vivaient dans ces zones rurales. C'est une réalité sociale et économique importante. Malgré ces défis, les exemples de réussite française sont quand même nombreux. On peut peut-être en citer quelques-uns pour illustrer concrètement. Bien sûr, on a déjà parlé de Renault à Tanger et de Stellantis à Kinitra dans l'automobile. Ce sont vraiment devenus des piliers industriels avec un fort impact sur l'emploi, sur l'exportation et en développant tout un écosystème autour. Dans les télécoms, on peut citer Orange. C'est un acteur majeur qui a beaucoup investi dans les infrastructures, la fibre notamment, et qui innove dans les services numériques. Ou encore Danone dans l'agroalimentaire. Ils ont réussi à construire une présence forte en s'alliant avec des partenaires locaux, en adaptant leur offre au goût marocain et en investissant dans la collecte de lait, la distribution. Ces exemples montrent bien que le succès est possible avec la bonne stratégie. Donc si on essaye de faire une synthèse rapide, le Maroc présente de réelles opportunités. C'est porté par une volonté politique, une certaine stabilité, un marché intérieur qui se développe et des secteurs clés en pleine ébullition. Énergie, agro, tourisme, immobilier, auto, tech. Et l'effet Coupe du Monde 2030 pourrait bien ajouter une couche d'attractivité supplémentaire à tout ça. C'est une bonne synthèse, oui. Le potentiel est là, c'est indéniable, mais la réussite, elle passe par une préparation sérieuse, une vraie compréhension du contexte local, la capacité à construire des relations de confiance et une stratégie qui sait s'adapter. Le Maroc s'affirme de plus en plus comme un carrefour économique majeur en Afrique, c'est certain, mais y réussir demande de l'intelligence, de l'adaptation. Et pour finir, peut-être une question qui reste un peu en suspens, qui va un peu au-delà de nos sources directes. On a beaucoup parlé économie, chiffres, secteur. Mais toutes ces transformations qu'on a évoquées, notamment dans l'agriculture avec l'agrotech ou dans la construction avec l'éco-construction, quel impact elles pourraient avoir à plus long terme sur le tissu social, sur l'environnement même du Maroc? Comment ces innovations pourraient-elles remodeler le pays en profondeur dans les décennies qui viennent? Voilà, peut-être une piste de réflexion pour continuer à creuser le sujet.